On se fait un petit hors-série là pour compléter la semaine, enfin pour finir la semaine. Vous avez vu de quoi on va parler? On va parler de Gaston, la célèbre BD de Franquin, et du nouveau tome qui est sorti il y a pas longtemps, le tome 22, qui lui est d'un dessinateur québécois qui s'appelle Delaf, dessinateur et auteur de BD, qui est notamment l'auteur d'une série qui s'appelle Les Nombrils, que j'ai pas lu, je dois avouer, qui est sorti très récemment. Là, il est sorti pour Noël, un peu fin décembre. Je l'ai acheté, comme vous le voyez, et je le regrette un petit peu. On va parler de pourquoi et de Gaston en général et du travail de Franquin. Je vais sortir deux, trois tomes. Vous voyez que j'ai la série complète en édition à l'ancienne. J'ai complété à grand renfort de vide-grenier au fil des ans. Je vais en sortir quelques-uns. On va sortir ça, tiens, aussi, Idée Noire de Franquin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est on va dire une série, bon ça tient en un tome, mais c'est des gags courts très déprimants, dépressifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai plusieurs trucs de Franquin, j'ai les monstres aussi, qui sont des dessins, c'est pas là, c'est même pas vraiment de la BD, c'est vraiment du croquis en fait. Franquin a un truc avec les designs de monstres, de créatures, comme vous voyez, qui ont été réunis dans deux carnets comme ça. C'est un peu des croquis qu'il faisait un peu quand il s'emmerdait, quoi. On va parler un peu de tout ça. Et on va parler surtout, comme je disais, de Gaston en général. On va sortir la statuette que j'ai. Parce que Gaston, et c'est un peu tout le problème qu'il y a avec cette reprise de Delaf, c'est un peu une figure mythique de la bande dessinée franco-belge. Franquin est belge, hein, était belge. Il est mort il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, voire un peu plus. Faudrait que je vérifie la date. La date vient d'être vérifiée, vous n'avez pas vu la coupure, c'est magnifique. Il est mort en 97, donc il y a plus de 25 ans maintenant. Donc c'est une figure de la bande dessinée qui est évidemment très connue, principalement pour Gaston, mais il a aussi fait le Marsupilami, c'est lui, et il a été un des auteurs de Spirou pendant très longtemps. Spirou est passé de main en main comme série, il y a eu plusieurs auteurs. On ne peut pas dire que c'est la série de Franquin, mais il a été l'auteur pendant pas mal d'albums. Mais sa série phare reste Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, qui est très connu, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, qui est une série à la base en 14, en 15 tomes. Enfin, c'est très compliqué la numérotation de Gaston Lagaffe, mais on va dire que c'est en 15 tomes à peu près. Ça a été réédité avec d'autres numérotations, bref. Maintenant, on en est à 22 tomes, mais c'est toujours les 15 tomes initiaux qui ont juste été découpés de manière un peu différente. Là, je vous montre des planches de Franquin. Gaston, c'est une figure très très populaire en France parce qu'il incarne plein de trucs. Il incarne la paresse, l'inventivité, un peu la rébellion. C'est une bande dessinée en fait, alors qui est très basique, hein. C'est des gags en une page à chaque fois, où Gaston, par sa maladresse, par son manque de sérieux au travail, par plein de choses, des gags récurrents, va se retrouver à créer des gags malgré lui, que ce soit au bureau, parce qu'il bosse dans la rédaction du journal Spirou, qui existe vraiment. Gaston n'existe pas vraiment et les personnages qu'on voit ne sont pas les vrais employés de Spirou, mais il y a une espèce de mise en abîme. Les gags de Gaston étaient publiés dans le magazine lui-même. Et là, vous voyez des personnages récurrents. Prunel, qui est son responsable bureau. De Messmaker, un patron qui vient toujours signer des contrats et qui foire à chaque fois à signer les contrats avec Spirou parce que Gaston fait tout foirer à chaque fois. Voilà, je vais pas vous faire une présentation de la série, mais c'est une série, oui, qui incarnait beaucoup de choses et qui avait un vrai côté politique en réalité. Alors c'est pas un brûlot, de la France insoumise, mais c'était quand même une BD assez de gauche, qui était très anti-travail, hein, comme je l'explique. Gaston est vraiment l'employé qui ne veut rien branler de la journée, et c'est vu positivement par la série. Ses ennemis récurrents, si on peut parler d'ennemis, c'est pas vraiment des ennemis, mais ses opposants sont des patrons, des flics. L'agent Lontarin qu'on a aperçu tout à l'heure, ça doit être la case la plus appréciée de Gaston, où il dort dans une espèce de grotte qui s'est fait dans la documentation du journal qu'il avait la mission de classer, qu'il n'a jamais classé. Et cette case-là est très très connue, elle est souvent réutilisée. C'est vraiment la case emblématique pour moi de Gaston. Et, donc oui, ça incarnait un truc un peu anti-travail, anti-autorité, très écolo aussi. Franquin, au fur et à mesure de la série, avait rajouté un vrai discours écologique à Gaston.
Il y a même des petites notes un peu anticoloniales. Il y a plein de petites choses comme ça. Alors, ça date des années 60, 60, 70, 80. Ça a commencé. Alors, attendez, je vais regarder la date. Je vais faire une autre coupure que vous ne voyez pas pour aller voir quand ça a commencé. Ouais, Franquin a créé Gaston en 57 et donc ça l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie parce que cet album-là, qui était numéroté le 15 à l'époque, Gaffe à la gaffe, est sorti très peu de temps avant sa mort. Et déjà d'ailleurs un album, c'est pas vraiment un vrai album de Gaston, c'est plutôt une compile de planches oubliées, de choses comme ça, de dessins un peu sortis du tiroir. Il y a quelques gags qui, à mon avis, ont été faits pour l'album, mais on sent que c'est pas, il est pas en termes de dessin et tout. On voit que c'est pas le même Gaston que les albums précédents. Ça sent la compilation de dessins oubliés. Mais il a été présenté comme un album inédit de Gaston à sa sortie. Je me rappelle l'avoir acheté. C'est le seul que j'ai acheté en temps réel, si je puis dire. Tous les autres étaient déjà sortis quand je me suis intéressé à Gaston. J'étais gamin, quoi. Et donc, ouais, voilà, Gaston a accompagné Franquin une bonne partie de sa vie, pendant 40 ans, et était un peu son personnage fétiche qui était à lui, qui était vraiment son perso, qui incarnait un peu ses valeurs politiquement, socialement, par rapport au travail, tout ça, par rapport à la créativité aussi. Comme je dis, Gaston, c'est aussi, il a un côté inventeur qui est mis en valeur dans les BD, où il crée tout le temps des machines, des trucs, des expériences, qui est aussi, finalement, on peut le voir comme une espèce d'artiste, un peu Gaston. Alors, il n'est pas techniquement un artiste, mais plutôt, ouais, plutôt un créatif, quoi, si on peut dire. Et c'est la seule de ces BD que Franquin avait dit ne pas vouloir voir reprise après sa mort. Le Marsupilami, Spirou, tout ça, il avait un peu légué ces séries à d'autres créateurs sans problème. Gaston, il avait exprimé explicitement le souhait qu'elle ne soit pas reprise. Même si, et c'est là tout l'embroglio contractuel qu'il y a eu récemment, depuis l'éditeur de Spirou et de Gaston, donc Spirou le journal, et la série d'ailleurs, avait les droits de Gaston. C'est une série, on en a peut-être déjà parlé, je ne me rappelle plus, mais quand vous éditez un livre avec un éditeur, les droits peuvent appartenir à l'éditeur. En fait, il a le droit de reprendre les personnages, de reprendre la série. Alors, ça se fait. Il y a plein de mentions contractuelles, hein. Là, je simplifie un peu les choses, et en gros, de manière générale, l'éditeur n'a pas intérêt à se brouiller avec l'auteur en général. Donc, si l'auteur ne veut pas que sa série ait des suites, des produits dérivés, tout ça, en général, l'éditeur s'entend avec lui. Mais Gaston, comme je dis, c'est une des BD les plus populaires de la BD franco-belge. C'est devenu un personnage de la pop culture, hein. Et, euh, et donc, je pense que Dupuis avait envie de relancer le truc, quoi. Faut quand même pas se sacraliser Gaston du vivant de Franquin, parce que même du vivant de Franquin et par la suite, il y a eu beaucoup de produits dérivés Gaston. C'était pas l'œuvre sacrée, intouchable, qui n'existe qu'en BD. Il y en a très très peu des œuvres comme ça. À partir du moment où elles deviennent extrêmement populaires, il y a quand même souvent des produits dérivés, des goodies, des trucs. Ils essayent quand même de faire fructifier l'affaire, si je puis dire. Ça a été le cas pour Gaston. Donc faut pas auréoler cette série non plus d'une sainteté qu'elle n'a pas. C'est une série commerciale aussi, qui a vu son lot de manières de faire fructifier la marque, si je puis dire. Mais justement, en parlant de marque, c'est un peu ça dont je veux parler, c'est que Gaston était quand même parvenu, via les choix de Franquin, à rester une œuvre avant tout, avant d'être une marque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est resté une œuvre d'auteur, même s'il y a très grand succès et à très grand public, mais c'est resté une œuvre qui appartenait à Franquin et qui disait quelque chose, qui n'était pas juste une mascotte qu'on pouvait se refiler d'artiste en artiste pour dire tout et n'importe quoi. Ça restait quelque chose qui appartenait à Franquin et qui disait un discours qui appartenait à Franquin aussi, comme je dis, assez politique. Et c'est marrant parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, mais je vais filmer un peu Ronnie qui est en train de faire des trucs tout en parlant. J'ai posté récemment un petit statut Facebook sur ce dont on est en train de parler. Oui, je suis sur Facebook. J'ai bientôt 40 ans, hein, donc
Je suis vieux, j'ai le droit d'être sur Facebook. Et ça a fait un peu polémique parce que, en gros, c'était pour critiquer le nouvel album de Gaston. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, à ma grande surprise, pas vraiment à ma grande surprise, je joue un peu en disant ça, mais il y a eu pas mal de gens pour défendre ce nouvel album. Parce que ce nouvel album, donc fait par Delaf, édité par Dupuis il y a très peu de temps, Delaf d'après Franquin, ils ont eu l'honnêteté de noter ça sur la couverture, mais bon, c'est presque pire. Il est donc sorti il y a peu de temps, il y a un gros mois, et la presse l'a trouvé très bon. Il a des très bonnes critiques, en fait, cet album de Delaf. Tout le monde a dit, en gros, la méta autour de cet album, c'est de dire, bon, c'est un peu polémique de reprendre Gaston, mais l'album est bien. Delaf a bien fait les choses, on ne peut pas lui critiquer ça. Et donc, finalement, bon, ben, Gaston reprend, et c'est peut-être pas une si mauvaise chose, et ainsi de suite. Il se trouve que moi, je l'ai lu, et que je l'ai trouvé extrêmement mauvais, cet album. Et j'ai pas peur de le dire, évidemment, mais je veux dire, j'ai même pas de pitié pour Delaf, parce que critiquer des œuvres artistiques, il y a toujours un petit truc un peu. Ça me met un peu mal à l'aise. C'est pour ça aussi que dans mes vidéos sur les mangas, je parle rarement de mangas que j'aime pas. Parce que je me dis, il y a quand même des artistes derrière qui ont fait du travail, qui se sont impliqués. Et on a le droit de pas aimer des choses, mais c'est toujours compliqué de s'exprimer publiquement quand on a une petite audience, même si la mienne est très modeste, mais et de démonter une œuvre, même commercialement, on sait qu'on va lui faire du mal, on peut lui faire du mal en tout cas, et il y a toujours, faut savoir ce qu'on fait quand on critique négativement. Là, pour le coup, j'en ai rien à foutre, je pense que c'est de la responsabilité du Delaf en question, d'avoir fait ça. J'ai pas à le défendre, je trouve que c'est une horreur d'avoir fait ça. Alors oui, Dupuis a les droits. C'est ça tout l'enjeu. Ils ont le droit de reprendre Gaston. Mais Franquin s'y était opposé de son vivant, et l'héritière de Franquin, à sa fille, a rappelé ça, et il y a eu toute une embrouille judiciaire, enfin judiciaire, en tout cas contractuelle avec Dupuis. Elle a essayé de les empêcher de faire ça. Tout comme elle s'était opposée au film qui avait eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une adaptation en film de Gaston il y a quelques années, réalisée par Pef des Robins des Bois, qui est un horrible film aussi, très mauvais. Et elle s'y était opposée, elle s'était exprimée dans les médias justement, elle avait pas eu peur de dire que c'était vraiment de la merde, quoi. Et ça avait fait un peu polémique. Le film était vraiment mauvais, il a été oublié très rapidement, et je crois que ça a été un échec commercial qui était mérité. Et donc oui, Delaf, je n'ai aucune pitié pour lui. C'est un travail de mercenaire qu'il a fait. Là, je vous remonte des pages de Franquin. Je vais les laisser ouvertes, on va essayer de comparer un peu en termes de dessin. Mais ouais, c'est un travail de mercenaire qu'il a fait, et étant moi-même auteur, je sais ce qui s'est passé. En fait, ils ont dû faire un appel d'offres Dupuis, et ce qu'il a fait, c'est un travail de commande, comme on dit. C'est-à-dire, on lui a commandé un album de Gaston, c'est pas lui qui avait des idées nouvelles, il avait pas à cœur de reprendre Gaston. C'est Dupuis qui avait à cœur de reprendre Gaston pour en faire une marque, pour transformer l'œuvre en marque. C'est la récupération classique du capitalisme qui récupère absolument tous les courants artistiques, toutes les œuvres d'auteurs qui puissent exister pour les transformer en produits. Dès qu'il y a de l'argent à se faire, ça se transforme en produit. C'est ce qu'ils ont fait avec cet album 22, le retour de la gaffe, qui a été annoncé en grande pompe. Il y a eu un tel plan promo autour de cet album que je pense que ça doit être un succès. Ils ont dû en vendre assez pour déjà préparer le tome 23, j'imagine. J'espère que ça ira pas beaucoup plus loin et que les gens vont un peu ouvrir les yeux. Mais ouais, non, c'est vraiment de la merde. Les gags sont très mauvais. Le dessin, alors à la rigueur, il a fait un bon pastiche de Franquin, mais quand on regarde en détail, en fait, c'est très dessin moderne. On voit aux couleurs qu'il a modernisé le truc, ce qui à la rigueur est normal. On est en 2023, il n'allait pas dessiner comme dans les années 80, mais finalement, ça fait perdre une certaine identité. Il s'en sort pas trop mal sur le dessin, mais je trouve que ça manque de charisme. Alors peut-être que je suis biaisé, peut-être que c'est mon amour de la série Gaston initiale qui me fait dire ça, mais je trouve que ça a quand même un peu moins de charisme. Mais à la rigueur, c'est le point sur lequel il s'en sort le mieux. Mais les gags sont vraiment pas terribles, et surtout, il a complètement dépolitisé Gaston, quoi. Et je vous parlais du statut Facebook que j'avais fait récemment. Ce qui était marrant, c'est que dans mon statut, à un moment, je disais que je trouvais ça doublement insultant de reprendre Gaston, déjà,
parce que ça, comment dire, ça pervertit l'œuvre. Mais en plus, je trouvais ça abusé qu'il ait complètement dépolitisé le truc, où Gaston est toujours un peu anti-système, sauf que maintenant ça passe un peu pour un truc de méchant. Il se fait piéger dans plusieurs gags par son patron, par les flics. Par exemple, ce gag-là, où il termine, si vous voulez, il se fait vraiment piéger par Prunelle et par Lontarin. Donc il y a un peu un message de rappel à l'ordre de Gaston, il est paresseux, il bosse pas, il bosse mal, tout ça. Mais finalement, il va falloir qu'il paye les conséquences de ça. D'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de Gaston, il y a le licenciement en bout d'horizon, si vous voulez. On le menace de licenciement. Il se retrouve plus ou moins viré de Spirou à la fin, ce qui est à cause d'une histoire de page qu'il a perdue pour le journal. Il y a une espèce de fil rouge en fait dans les gags sur la fin. Et tout ça en fait est assez nouveau parce que jusque-là dans la BD de Franquin, Gaston avec son imagination un peu poétique, un peu paresseuse, tout ça, était en fait bien vu dans la BD. Et là, il est montré en tant que mauvais employé, quoi. C'est avant tout ça. Et je trouve ça très bizarre, en fait, comme revirement un peu du message politique. Et oui, je disais dans mon statut Facebook, je disais dans le statut que je trouvais ça insultant qu'on transforme une des seules BD franco-belges un peu ouvertement de gauche et qu'on la transforme pour la dépolitiser, pour la vider de cette caractéristique-là. Et en fait, il y avait pas mal de commentaires. J'ai eu deux, trois commentaires qui me disaient ouais, Gaston, c'est pas vraiment de gauche, c'est apolitique. Et je trouve ça assez ouf. En fait, je pense que comme c'est un perso très populaire que plein de gens aiment, il y a aussi des gens de droite en fait qui aiment Gaston et qui n'ont pas envie qu'on leur dise que c'est pas un perso de droite, quoi. Ce qui est pas très grave, en fait. On a le droit d'aimer des séries qui ne correspondent pas à nos visions politiques. Mais c'est marrant de vouloir tordre la réalité pour essayer de se convaincre que si, ça, Gaston, c'est apolitique, ça a pas de message. Ça a évidemment un message. Enfin, faut vraiment être aveugle pour pas voir le message politique dans Gaston. Encore une fois, j'insiste, c'est pas un pamphlet, c'est pas un tract politique, mais il y a quand même un vrai contenu à ce niveau-là. Et là, qui est complètement vidé dans ce nouvel album. Et ce qui est marrant, c'est d'ailleurs que la promo, je me rappelle d'un article, je crois que c'était dans 20 minutes, ou un journal comme ça, un journal gratuit, ça devait être 20 minutes, qui avait fait une espèce d'article où ils interrogeaient un syndicaliste de la CGT, une directrice des ressources humaines et un patron d'entreprise, je sais plus exactement, mais c'était quelque chose comme ça, pour leur demander si Gaston pourrait, d'un point de vue réaliste, si quelqu'un comme Gaston pourrait être employé dans une entreprise. Et, et tout le monde y allait, y compris le patron, à la rigueur le syndicaliste, pourquoi pas, mais y compris le patron et la directrice des ressources humaines, pour dire ouais, ouais, Gaston, il est super, il est créatif, on le mettrait en recherche et développement dans l'entreprise, il aurait des super idées et tout ça. Et en fait, c'est une espèce de promo de droite, j'ai envie de dire, pro-patronale, pour essayer de récupérer la figure de Gaston. Là, en fait, on avait un article, alors c'est un article anecdotique, et je ne sais pas si Dupuis a joué un rôle dans cet article, mais c'est peut-être 20 minutes qui a trouvé que c'était une bonne idée. Mais, et c'était intéressant d'ailleurs, finalement, l'existence de cet article. Mais c'était une récupération quand même pour que des patrons puissent s'approprier finalement la figure de Gaston, la faire leur en disant ouais, ouais, c'est super Gaston, on adore, c'est notre gars sûr. Alors qu'en fait, dans les faits, c'est un personnage qui de base est très anti-patronal, très anti-travail, patronat, pardon, très anti-travail, et donc c'est marrant de voir cette récupération de la figure, mais c'est pas étonnant quand on a lu la BD de Delaf, qui est une BD qui, effectivement, elle, pour le coup, est très apolitique, voire un peu de droite de gauche. C'est des. Comment dire. C'est une division peut-être un peu trop ferme pour une bande dessinée comme ça. Mais en tout cas, elle n'est pas de gauche, hein, c'est sûr. Et généralement, les gens apolitiques ne sont pas de gauche, si on creuse un peu. Parce que comme le monde est plutôt de droite, plutôt dirigé par des gens de droite, si vous avez rien envie de changer, si ça vous intéresse pas comme sujet, c'est que vous êtes un peu pour le statu quo. Donc plutôt de droite. Et donc, ouais, cette BD de Gaston complètement dépolitisée, assez mauvaise, qui a une démarche quand même très bizarre de reprendre une œuvre dont l'auteur a dit qu'il voulait pas qu'elle soit reprise, qui n'avait pas été reprise d'ailleurs depuis sa mort, depuis 97. Dupuis s'était tenu, avait réussi à pas céder, et n'avait pas repris Gaston.
Il n'y avait pas eu de nouveaux albums. Alors, il y a eu plein de rééditions. Ils rééditent Gaston en permanence parce que je pense que ça reste une BD qui se vend très très bien. Mais ils avaient résisté à la tentation. Ça y est, la tentation, ils ont cédé. Ils ont sorti cet album. C'est vraiment de la merde. Je regrette de l'avoir acheté. Alors, il se trouve que je l'ai acheté gratuitement, si je puis dire. Je l'ai acheté grâce à une carte cadeau que j'ai eu, que j'ai eu au travail. Mais bon, ça compte quand même comme un achat pour Dupuis. Donc, bon, j'achèterai absolument pas les prochains tomes s'il y en a. Je pense vraiment beaucoup de mal de Delaf parce que évidemment c'est Dupuis qui pilote, mais il faut quand même comment dire, il faut un auteur derrière pour accepter le deal. Là, il se trouve que lui, il l'a accepté. Il a parlé un peu de sa méthode de travail. Il a répertorié toutes les cases de Gaston pour répertorier un peu toutes les expressions, tous les lieux, tous les objets, tout ça, et pouvoir les réutiliser, et être le plus fidèle possible à l'univers graphique de Franquin. Grand bien lui fasse, mais c'est vraiment, comme je disais, un travail de mercenaire. C'est un truc qui aurait pu être fait sous IA d'ailleurs. C'est vraiment typiquement ce genre d'œuvre, c'est-à-dire où il n'y a aucune vision d'auteur. Il remplit un cahier des charges, ça se voit. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais pitié de lui. En fait, il est venu prendre son chèque. Il est venu faire un truc qui moralement est très discutable et qui en plus pervertit vachement la série. Le contenu de l'album est vraiment mauvais, quoi. C'est comme je vous dis, c'est des gags assez idiots, dépolitisés, avec des trucs, des tentatives un peu bizarres. À la rigueur, tant mieux s'il a voulu renouveler un peu le schéma Gaston, mais je trouve qu'il fait très mal. Comme je vous dis, les gags à la fin se suivent et tournent autour d'un fil rouge qui transforme presque Gaston en héros d'action sur les derniers gags, où il se retrouve à récupérer les pages manquantes du journal en poursuivant des cambrioleurs, en les prenant au piège. Là, c'est ce que vous voyez. C'est très bizarre, c'est très peu Gaston. Ça fait très aventure interchangeable de petites BD pour enfants. Gaston lui-même devient un personnage qui a plus tellement une personnalité très forte. Il y a plein de persos qui deviennent très désagréables. Prunel, que vous voyez sur la couverture, donc qui est le responsable de Gaston, qui jusqu'ici, dans les BD de Franquin, avait un rôle ambivalent parce que c'est le responsable, il a envie que Gaston travaille, Gaston ne travaille pas, donc Prunel est mécontent, mais il a quand même de l'affection pour Gaston, on sent qu'ils sont quand même un peu potes. Là, ils sont plus potes du tout, Prunel, c'est le patron, il a envie de faire de la production. Tout ça est très mauvais. Et ouais, il y a un truc qui est respectueux, même si Franquin est mort depuis plus de 20 ans, bon, ben, il avait décidé que cette BD-là ne devait pas être reprise. Pourquoi vous la reprenez, en fait? Pourquoi faut absolument tout transformer en marque? C'est, je sais pas, peut-être que je parle en tant qu'auteur, mais je trouve ça assez sale, en fait, de vouloir transformer toutes les œuvres en marque, toutes les œuvres en licence, en fait. Là, Delaf et Dupuis, ils veulent absolument pas relancer la série Gaston. Ils veulent relancer la marque Gaston. Ils veulent faire de l'argent. Ça se sent à 10 kilomètres. Et ouais, je trouve ça vraiment pas bien. Et je suis très dubitatif et méfiant de ce qui s'est passé autour de la sortie de cet album, où finalement, tout le monde, la presse en premier lieu, mais même même les lecteurs, quand vous allez sur la page Babelio de Stom, en fait, la plupart des gens disent: «Oh, il est bien le nouveau Gaston, c'est super». En fait, les gens s'en foutent, ils sont contents d'avoir deux trois gags comme ça. Et en fait, on a ouvert la porte à ce que ça y est, ce soit devenu une marque. En un album, ça a été fait. Alors, tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça marche pas trop, que la réussite commerciale, parce que c'est la seule chose qui importe sur un truc comme ça, que la réussite commerciale ne soit pas trop au rendez-vous et qu'ils referment les vannes comme elles se sont ouvertes. Je pense qu'on aura un tome 23, parce que le tome 22 c'est très bien vendu. J'espère qu'on n'aura pas un tome 24, que le tome 23 sera celui où les gens se désintéresseront de ce truc, qui n'est plus vraiment Gaston. Et, euh, et voilà. Moi, c'était vraiment un souvenir d'enfance, cette série. Je l'associe beaucoup à une fois où je. Enfin, c'est bizarre, c'est une espèce de souvenir un peu imaginaire que j'arrive pas trop à dater, de moi étant malade et n'étant pas allé à l'école parce que j'étais malade, et restant au lit toute la journée avec la pile des albums Gaston à côté de moi, les lire. Je devais être à l'école primaire, quelque chose comme ça. Et je sais pas si c'est un vrai souvenir, mais en tout cas, j'associe Gaston à ça. À moi dans mon lit chez mes parents, à lire Gaston en étant malade. C'est une série qui m'a accompagné vraiment toute ma vie, que j'ai, ouais, comme je dis, depuis l'école primaire. Et
paradoxalement, je suis pas du tout heureux de la voir revenir, quoi. J'aurais aimé. Faut accepter en fait que les choses soient terminées. C'est pas grave en fait que quelque chose appartienne au passé et même soit forcément avec la marche du temps, soit un peu oublié au fil des ans. C'est ça qu'attend la plupart des œuvres. C'est pas sûr que ce soit le sort attendu qui aurait été attendu pour Gaston, parce que Gaston, on peut le considérer comme un genre de classique. C'est comme en littérature, il y a quelques auteurs quand même qui surnagent même des siècles après. Mais ouais, je sais pas, reprendre tout, refuser que ça s'arrête. En fait, c'était bien pour Gaston, c'était une BD qui s'est arrêtée dans les années 80-90, et voilà, on aurait dû en rester là. Il y a des nouvelles BD qui sortent tous les jours. Pourquoi pas s'intéresser à des nouveaux produits, quoi? Pourquoi ressortir les vieilles marques en permanence? Pourquoi au cinéma faire des reboots tout le temps, des relancer des grosses licences? C'est que du commerce, c'est que de l'argent, il n'y a aucune autre raison. On peut entendre des réalisateurs qui vont nous dire qu'ils veulent réinventer, qu'ils sont, ils vont relancer la série sur des rails nouvelles qu'on n'a pas vu venir, machin. Très bien, oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est surtout pour faire de l'argent. Et ouais, voilà, j'avais envie de parler un peu de ça. C'était très désorganisé comme vidéo. J'espère que ça vous a intéressé quand même. J'espère que ceux qui n'ont pas lu Gaston auront envie de lire les Gastons de Franquin à la rigueur. C'est vraiment. En plus, ça reflète une certaine époque, comme ça a été écrit dans les années 70-80. Il y a vraiment une autre. On voit le reflet d'une autre société, d'un autre rapport au travail, d'un autre rapport au divertissement. Il y a plein de choses qui renvoient ouais, à une autre époque. C'est toujours intéressant, je trouve, de lire les œuvres qui ont quelques décennies sous cet angle-là, de voir l'inconscient de l'auteur qui reflète toujours son époque d'une certaine façon. Même dans la manière dont il va dessiner un intérieur, une chambre, un bureau, c'est pas le bureau ou la chambre d'aujourd'hui. Et je trouve toujours ça vraiment intéressant. Voilà. Je sais pas trop si j'ai des choses à ajouter. Comme je disais, c'est une vidéo très brouillonne. On est sur un petit hors-série, mais voilà, j'avais envie de parler de ça parce que ça a été quand même un gros événement, ce nouveau Gaston éditorialement ces dernières semaines. Ça en a beaucoup parlé. J'ajoute ma pierre à l'édifice. Peut-être qu'elle n'était pas très intéressante. Je vous dis à demain pour une vraie vidéo, enfin une vraie vidéo, pour une vidéo sur un manga. Je sais pas encore lequel. Ah si, je sais lequel. Ça va être intéressant aussi, j'espère. Je vous dis à bientôt. Ciao Ronnie. Enfin, ciao Ronnie, non, il reste chez moi. Ciao vous. Ronnie vous dit au revoir. Salut.